on parle des vins de Provence, on pense tout de suite au soleil, à la mer, à l'été et automatiquement donc au rosé. Et ce qui pourrait sembler logique puisque 80% de la production des vins de Provence sont en rosé, sauf ici, à Bandol, où nous sommes entre Marseille et Saint-Tropez, et où les vins rouges sont parmi les meilleurs vins de France. Oui. Tu as raison, ici, à Bandol, le Mourvèdre produit des vins qui sont suaves, qui sont puissants, mais aussi équilibrés. En revanche, toujours frais, liés à la proximité de la mer qui est juste là, tu vois, quelques kilomètres. Alors pour nous expliquer ce cépage magique, mais méconnu, le Mourvèdre, et également la vinification du rosé, C'est vrai. c'est un peu compliqué, original en tout cas, nous allons rencontrer Éric de Saint-Victor, ici, dans les hauteurs du château Le de Pibardon. Tu es dedans. La mer est juste là, vous voyez, c'est à quelques encablures. Quand on est à 3 km à vol d'oiseau seulement, la montagne et la mer juste derrière. En fait, la propriété au départ, c'est 3,5 hectares seulement de plantés, en tout cas 16 hectares d'un seul tenant. Donc pour arriver aux 50 hectares actuels, il a fallu quand même s'agrandir, terrasser. Tout ça en combien de temps? Ça s'est fait en fait chaque année quasiment. Il y avait toujours 1 ou 2 hectares en préparation. Ce premier cirque là d'abord, et puis ensuite on a terminé en fait au bout de 10-12 ans. Le grand cirque qu'on voit en face. Et d'ailleurs, entre nous, on s'amuse et on l'appelle le cirque d'Épidore, un peu comme le cirque grec, le fameux cirque grec d'Épidore dans le Péloponnèse. Puis bon, c'est vrai que le vin, en soi, c'est pas une extrême complication. La vigne fait beaucoup, les sols font beaucoup. Après ça, c'est au vinificateur d'accompagner plutôt que de dresser, quoi. Il faut être paresseux mais intelligemment, quoi. Quand on fait du vin, c'est-à-dire que Faut laisser faire la nature. faut laisser faire la nature. Alors, il faut beaucoup guider la nature. Ça, il faut être très très sérieux effectivement sur toute la partie exploitation, être bien conscient de son terroir, ses micro-terroirs, connaître ses parcelles par cœur. Alors, on connaît très très bien parce qu'on les a toutes plantées. Donc en fait, C'est maintenant vous qui êtes à la tête du domaine depuis déjà bien longtemps. Ouais, 20 ans. Et c'est quand même vous qui avez, je crois, réussi à faire en sorte que ces vins de Bandol soient des vins connus dans le monde entier aujourd'hui. oui, alors comme plus en plus. toujours, bon, c'est un travail d'équipe général si vous voulez, mais c'est vrai que petit à petit l'appellation s'est un peu hissée sur le plan de l'appellation elle-même en fait, en tant que Mourvèdre, donc cépage, un peu inconnu, des grands vins de garde et tout ça. Et tout d'un coup, alors c'était parfait parce que c'était dans les années 80-82, et c'était le moment un peu de la nouvelle cuisine, la pleine époque du goémillot, l'émergence des sommeliers, le journalisme viticole qui est devenu vraiment quelque chose d'intéressant. Et tout d'un coup, vraiment, c'était cette rencontre à cette période-là. On a trouvé un cépage qui est capable de faire des grands vins de garde que personne ne connaît. Mais qui est propre à Bandol. Et qui est propre à Bandol en plus, qui est vraiment le cépage de l'appellation. Et voilà, c'est un peu le Graal. Il y a un journaliste connu qui s'appelle Pierre Casamayor, qui est Ouais. aussi un grand dégustateur, qui en parlant de vos vins, dit que c'est un macho latin. Mais il ne s'arrête pas là. Parce que le macho latin, c'est un peu La brute épaisse. c'est un peu la brute épaisse. Dans les vins rouges, c'est vrai que c'est pas tout à fait ce qu'on attend. Et il dit donc, à Pibardon, le Mourvèdre, ce macho latin, effectivement, est considéré comme tel souvent par sa puissance, s'habille de soie et cultive le baise-main. Donc il y a une espèce de connotation un peu plus romanesque, un peu plus, presque un peu Cyrano, quoi. C'est-à-dire les pieds dans le sol, une baisse terrienne, et puis en même temps, une espèce de panache. Voilà. Mais ça, c'est dû au sol, en fait. Pourquoi il s'habille de soie ici et cultive le baise-main? Parce que les sols sont très calcaires sur la propriété, et le calcaire apporte des finesses de tanin, des bouquets, une belle acidité. Si vous voulez, je peux vous montrer aussi la partie un peu plus au nord, parce que là, on chapeaute un peu la colline, donc on a quand même vue à... Alors on est dans le sud, il fait beau, le rosé. Il est là. Comment ça se fait un rosé? Il y a 3 méthodes, je crois, de... Ah, il y a 3 méthodes, effectivement. Alors la plus simple, on prend un rouge et un blanc, on mélange. Effectivement, ça fait une couleur un peu rosée. C'est pas ce que les champenois font. C'est ce que les champenois font. D'ailleurs, c'est à ma connaissance, je crois, la seule appellation en France à avoir le droit de faire ça. Alors donc, les 2 autres méthodes. Quand vous pressez un grain de raisin noir et quand vous pressez le grain de raisin, le jus est blanc, la pulpe est blanche. Et en fait, la couleur est dans la peau. Si on veut faire du rouge, on verse dans la cuve les peaux, on fout les raisins, ça se faisait au pied avant, etc. Tout ça, ça éclate. Et pendant la fermentation, au contact des peaux, petit à petit, le jus va se colorer, devenir du vin rouge. Si on veut faire du rosé, il y a donc 2 méthodes. Soit on prend le raisin et on le presse. À ce moment-là, on récupère un jus qui, au début, est très blanc. Et vers la fin de la pressée, il y a un petit peu de couleur, comme c'est mûr, et la couleur qui passe un petit peu, dans ce qu'on appelle le rosé de presse. Et puis, il y a une autre méthode qui s'appelle donc la saignée. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre ça dans la presse, au lieu de presser tout de suite, on les met provisoirement dans une cuve,
foulée aussi. Il y a un contact qui se crée pendant 2, 3, 4, 5, 8 heures parfois. Et au bout de 8 heures, on récupère l'ensemble, on le met dans le pressoir et on presse. Et là, donc, on a récupéré un petit peu de couleur, quelques arômes préfermentaires aussi, un peu plus de fruits noirs et des choses comme ça. Donc il y a plusieurs types de rosés. On parle souvent des rosés, des vins de soif. Mais ici, je crois que c'est aussi un rosé de garde. Oui, oui, parce qu'il y a du Mourvèdre dedans, qui va lui apporter de la structure, un côté un peu masculin, une colonne vertébrale, comment dire, un peu de muscle aussi quand même, c'est vrai. Un peu d'esprit quand même aussi, puisque c'est lui qui va donner une certaine complexité aromatique, une certaine longévité aussi. Et en ce qui nous concerne, du cinsault, qui est un grain un peu plus gros, une peau assez fine, et qui lui, elle va être un peu la Lolita, le côté plus féminin, la chair, le fruit, etc. Donc c'est une espèce... Non mais c'est vrai que ça fait rigoler, mais dans ce rosé-là, dans ces rosés, il y a un peu l'alliance et l'assemblage, un peu de Jérôme et Delphine, il y a une espèce d'assemblage masculin et féminin qui fait qu'on n'a pas que du minéral avec le Mourvèdre ou que du caressant avec le cinsault, il y a un peu des deux, et du coup ça crée une complexité intéressante. Alors du rosé, on va passer au rouge. Et le rouge, donc ce cépage magique, le Mourvèdre, dont on dit qu'il aime le soleil, mais il a besoin de voir la mer. Et puis c'était le préféré de Louis XV. Et c'était le préféré de Louis XV, oui. Présent. Présent. Ouais, j'étais plus rapide. On va goûter donc 2 millésimes, un relativement récent, un 2006, il y a à peine 3 ans, et puis un 90, donc voilà, 19 ans plus tard. Le grand millésime. On fait un grand pas de géant entre les deux. Grande année 90. Grande année 90. Première fois que nous goûtons un Mourvèdre. Mais il n'y a pas que du Mourvèdre, je crois, dans un bandol. Alors, c'est vrai que dans un bandol, on peut mettre... Alors, il faut un minimum de 60% de Mourvèdre pour faire du bandol. Quand même pas mal, quand même actuellement 50, mais à l'horizon de 3 ou 4 ans, je crois, ce sera 60. Il y a ça, en cépage complémentaire, il y a du grenache, avec lequel il se marie très bien. Le grenache étant un peu le merlot du cabernet, il apporte un petit peu une gamme aromatique, etc. Donc le grenache. Du cinsault, pourquoi pas. Toujours. On peut en mettre un petit peu, On met un peu de adoucir un cinsault. peu, parce que le Mourvèdre, parfois, a un côté assez... Féminin, sourire, charnel. C'est ça? Charmant. Ça, c'est le cinsault. Charmant. Exactement. C'est le cinsault. Exactement. Le sourire, c'est ce qui va donner le sourire du Mourvèdre, quand il est un peu brutal. Et puis, on ne sait pas que vraiment, alors complémentaire mais annexe, on peut avoir un peu de Syrah, mais qui ne doit pas dépasser 10%, et un peu de Carignan, qui ne doit pas dépasser les 10% non plus. Finalement, comme il n'est pas statique et qu'il n'est pas figé, pendant l'évolution, on va voir un peu les différences entre 2006 et 90, mais c'est un vin qui est capable d'avoir plusieurs phases d'évolution. Alors c'est parti, dans la jeunesse. 2006. Alors la jeunesse, c'est un peu la période de grâce où le vin est à la fois une certaine puissance, il est sensuel, il y a du sex appeal en étant très masculin toujours, mais l'espèce de chair, et puis tous ces arômes, à nouveau masculins. En tout cas, les différences au nez sont très nettes avec les cépages que nous avons essayés jusqu'à présent. Le Cabernet Sauvignon ou bien le Merlot, ça n'a rien à voir. Là, c'est plus épicé, je dirais, plus épicé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Épices, un peu le côté tabac aussi. Alors ça peut être, voilà. Souvent il y a ce côté un peu garrigue. Alors on se méfie un peu du côté garrigue parce que c'est un côté un peu pagnolesque quand même. Hein. C'est un peu pastoral, toutes ces histoires. Un vin du sud, un vin de Bandol poussé sur les restants qui sentirait la garrigue. C'est léger, ça participe à la complexité, mais c'est pas dominant si vous voulez. Donc ça, et puis dans la jeunesse effectivement, Du réglisse la réglisse est très Il y a ce présente. rouge un peu. Et sachant que c'est vrai que même dans la gamme aromatique d'un vin, on cherche une richesse. C'est vrai que c'est quand même, bon, la table est assez pleine, mais en même temps, on cherche aussi de la finesse. Il ne faut pas qu'il y ait une espèce d'arôme qui saute au nez comme un parfum excessif, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un peu de discrétion et de modestie aussi dans les vins. Moi, j'aime bien quand les vins ont un peu une certaine réserve, qui montent en puissance.